sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. Appelez-nous, exprimez-vous. 33 9 693 693 70. Marie Casadebey. C'est la suite d'appels sur l'actualité sur RFI, la suite de notre émission spéciale consacrée aux attentats de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Je vous rappelle que des hommes armés ont ouvert le feu dans des hôtels et sur la plage de cette station balnéaire près d'Abidjan. 16 personnes ont été tuées, dont 14 civils. C'est Akmi qui a revendiqué l'attaque. David Thompson, spécialiste du djihadisme à RFI, Olivier Four, spécialiste des questions militaires, sont toujours en studio avec nous pour répondre à vos questions, et en ligne également le journaliste ivoirien Félix Bonny. N'hésitez pas à nous dire ce que vous inspire cette nouvelle attaque terroriste en Afrique de l'Ouest. Vos réflexions, vos réactions sont les bienvenues. C'est au 33 9 693 693 70, le numéro qu'a composé Christian qui nous appelle de Pointe-Noire au Congo. Bonjour Christian. Bonjour. On écoute votre première question, Christian. Oui, j'ai des questions. La première, c'est que non, je voulais poser la question de non, pourquoi les assaillants ont préféré la Côte d'Ivoire au lieu d'autres pays. Et la deuxième est que les autorités ivoiriennes ont reconnu tuer 6 assaillants et que le Al-Qaïda Maghreb ont reconnu 3. Alors, d'abord la première question sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi la Côte d'Ivoire plutôt qu'un autre pays? On en a déjà un petit peu parlé en première partie de l'émission. David Thompson voulait répondre à Christian. La Côte d'Ivoire est tout simplement visée parce que c'est un allié, est perçu comme un allié de la France par les djihadistes, et c'est ce soutien logistique qu'a pu apporter le pays à la France qui vaut aujourd'hui cette attaque, en tout cas dans la logique djihadiste, même si on va attendre le communiqué qui devrait sortir dans les prochaines heures. Effectivement, se pose la question du nombre d'assaillants, puisque dans le communiqué de revendication diffusé hier soir, Al-Qaïda au Maghreb islamique précise que 3 assaillants ont mené cette attaque contre Grand Bassam. Les autorités ivoiriennes annoncent en avoir tué 6. Donc un des 2 bilans est faux. Que s'est-il passé? Est-ce qu'il y a eu une bavure des autorités ivoiriennes qui ont tué des gens qui n'étaient pas des assaillants et qui étaient perçus comme tels par les autorités? Est-ce que c'est une intoxication des djihadistes? Pour l'instant, la question est posée, mais effectivement, il y a des bilans qui ne correspondent pas. Olivier Four, la Côte d'Ivoire, vitrine de la France, pour quelles raisons? On parle de beaucoup de Français présents là-bas, beaucoup de militaires aussi? Oui, au-delà des aspects sécuritaires et au-delà du soutien logistique de la Côte d'Ivoire via les bases françaises pour l'opération Barkhane, c'est vrai que la France et la Côte d'Ivoire sont des pays qui sont extrêmement proches, avec 15 000 ressortissants français qui vivent en Côte d'Ivoire, une diaspora ivoirienne très importante en France aussi. Donc les terroristes qui ont frappé Grand Bassam savaient que cette opération allait avoir un très grand retentissement, une économie qui redécolle, qui redémarre après quasiment une décennie de crise, des investissements massifs de la part des Occidentaux, une volonté aussi de renforcer le tourisme, de s'ouvrir à différents secteurs d'activité. Donc effectivement, les terroristes ont frappé à un endroit clé et à un moment clé aussi. Et puis effectivement, après, il y a la présence militaire française dans ce pays. C'est une présence historique. Le 43e BIMA est connu dans toute la région. Il a été dissous en 2009, puis finalement réactivé sous une autre forme. Bon, aujourd'hui, il y a à peu près 600 militaires français qui sont stationnés, notamment à Port-Bouët. La Côte d'Ivoire, c'est le point d'entrée, la porte d'entrée du matériel lourd, du matériel roulant qui monte vers Barkhane, donc vers la bande sahélo-saharienne. Il arrive par bateau, il est déchargé, puis ensuite il part sur des camions. Voilà. La Côte d'Ivoire avait joué un rôle très important au tout début de l'opération Serval, puisqu'il y a une partie des troupes qui avaient été directement injectées, soit par véhicule, soit par avion, depuis la Côte d'Ivoire. On va revenir évidemment au lien qu'on peut faire entre ces attaques et la guerre au Mali. David Thompson, là en tout cas, on voit qu'Akmi a quitté le Sahel. Ça veut dire quoi de sa stratégie? Akmi surtout a décidé de régionaliser sa menace, et même si l'armée française avec Serval et avec l'opération Barkhane ont porté des coups très durs, notamment contre plusieurs de ses émirs. Là, il y a quelques semaines,
L'émir de la zone saharienne a été annoncé tué par une opération des forces spéciales françaises, Abou Nour al-Andalousi, puisqu'il est d'origine espagnole. Évidemment, il y a des coups très durs qui ont été portés, mais ça n'a pas fait disparaître la menace. Et AQMI cherche à montrer que même si, en plus, au nord, en Libye, l'État islamique, qui est un groupe concurrent, qui est un groupe rival, est en train de se structurer et d'attirer les yeux médiatiquement du monde entier, eh bien AQMI est encore là et veut prouver que la menace qu'il représente est encore très forte, et elle se diversifie, elle s'étend, et elle cherche à frapper là où ça n'a jamais été fait, comme Abidjan. Olivier Four. Et puis AQMI a renouvelé ses modes d'action, hein. Plutôt que de s'attaquer directement aux militaires français dans le nord du Mali, l'organisation terroriste, c'est bien là du terrorisme, s'en prend à des cibles moins défendues, notamment des soldats des casques bleus de la MINUSMA, ou s'attaque directement aux civils, dans les villes, au milieu de la population civile. C'est du terrorisme. C'est ça aussi la lutte contre le terrorisme, hein. C'est pas seulement aller chercher des katibas aux confins du Mali. La lutte contre le terrorisme, c'est lutter contre des gens qui inspirent la terreur et qui attaquent au milieu des populations civiles, dans les villes. On va rester en Afrique de l'Ouest avec Mamadou qui nous appelle de Dakar au Sénégal. Bonjour Mamadou. Bonjour. On écoute votre question, Mamadou. Merci. Bon, moi j'ai deux questions rapidement. Hein. Bon, après le Mali, le Burkina et maintenant la Côte d'Ivoire, on entend dire que le Sénégal sera la prochaine cible. Sur quoi se fonde-t-on pour faire de telles affirmations? Alors c'est David Thompson qui va vous répondre à Mamadou. On peut effectivement même aller jusqu'à dire que le Sénégal est encore plus menacé que la Côte d'Ivoire. Pour une raison, c'est que contrairement à la Côte d'Ivoire, le Sénégal a de nombreux ressortissants qui sont dans les rangs djihadistes. Certains sont déjà morts en Syrie et en Irak, mais plusieurs dizaines, au moins pour ceux qu'on connaît, combattent actuellement dans la ville de Sirte au sein de l'organisation État islamique. Ils ne cachent pas leurs intentions terroristes contre leur pays d'origine, ils l'ont dit plusieurs fois, et le Sénégal compte aussi de nombreux ressortissants dans les rangs de Boko Haram, mais aussi d'AQMI. Ce qui est beaucoup moins le cas de la Côte d'Ivoire. Il y a très peu de ressortissants ivoiriens connus qui combattent actuellement dans les rangs djihadistes. Et en plus de cette réalité, qui est cette présence djihadiste sénégalaise, cette présence de ressortissants sénégalais dans les rangs djihadistes, il y a cette menace qui est la même que celle de la Côte d'Ivoire et des autres pays de la région, la menace AQMI. Et AQMI va très probablement également mener ce type d'attaque contre le Sénégal, qui là aussi est un pays allié historiquement de la France, qui est un pays où la communauté française est extrêmement présente, et là aussi il est très probable que ce soit le Sénégal et Dakar qui soit la prochaine cible. Et rapidement, une petite question par rapport à la religion pratiquée dans ces pays. On sait qu'en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs religions qui cohabitent. Au Sénégal, il y a davantage de musulmans. Est-ce que ça compte? Ça compte pas vraiment, puisque en fait la question djihadiste, elle est dans la plupart des pays où elle apparaît, donc ça veut dire beaucoup de pays. En général, elle est totalement déconnectée de l'islam qui est pratiqué dans le pays. On parle souvent de la représentativité des djihadistes au sein d'un pays musulman, par exemple, mais c'est pas cette question-là qui se pose, puisque les djihadistes sont toujours minoritaires en nombre dans le pays où ils se trouvent, que ce soit un pays musulman ou un pays à majorité chrétienne. La question qui se pose pour les djihadistes, c'est celle de la menace qu'ils représentent pour leur pays. On a une réaction maintenant, donc toujours à propos de ces attentats de Grand Bassam hier en Côte d'Ivoire, une réaction d'Émile qui nous appelle de Daloa, c'est dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Bonjour Émile. Bonjour madame, bonjour. Soyez le bienvenu, on vous écoute. D'accord, je remercie vraiment la radio française internationale. C'est grâce à elle que hier on a pu entendre que quelque chose s'est passé en Côte d'Ivoire. Parce qu'au niveau de la radio-télévision ivoirienne, c'était la distraction, alors que nos compatriotes étaient attaqués à Bassam. Vraiment, je suis vraiment écœuré, mais je remercie encore une fois de plus la RFI qui nous a informés. Sinon, ça serait encore plus de massacres. Félix Bonny, attendez un instant Émile, je voudrais voir la réaction de Félix Bonny qui est journaliste à l'Inter, le quotidien ivoirien. Félix, effectivement hier au moment de l'attaque, au moment où RFI et d'autres médias évidemment parlaient de ces attaques, beaucoup d'auditeurs disent que eux ils voyaient un match de football. Comment on peut expliquer ça?
Mais justement, contrairement aux forces de l'ordre qui étaient mobilisées et qui étaient en alerte maximale, la télévision ivoirienne certainement ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une attaque pour laquelle elle devait prendre des dispositions. Donc le temps de prendre les dispositions, de mettre en place le dispositif, le matériel, la mobilisation du personnel pour faire la couverture, je pense que qu'il a manqué un peu de spontanéité dedans. Sinon, peut-être également aussi comment prendre des consignes également au niveau de la hiérarchie, au niveau du ministère de la communication pour savoir comment est-ce qu'il fallait orienter les choses. Alors pas de volonté de cacher la réalité comme peuvent l'exprimer certains Ivoiriens sur Facebook notamment. Je pense qu'il ne faudrait pas avoir derrière ça forcément une volonté de cacher quelque chose parce que c'est une première qui est arrivée à la télévision ivoirienne. Il fallait vraiment mettre le mécanisme rapidement sur pied pour pouvoir éventuellement aller sur le terrain et pouvoir vous donner les informations. Toutefois, je ne veux pas dédouaner leur responsabilité parce que c'est jusqu'à quand même 18 heures qu'on a eu la première image sur la télévision ivoirienne. Mais je pense que la mise en place du dispositif du personnel, du déploiement du personnel, tout cela aura contribué à retarder un peu la décision des premières images sur l'événement. Merci Félix Boni d'avoir réagi à notre auditeur qui nous appelait de Daloa, Émile. On va accueillir maintenant Ousmane qui nous appelle d'Allemagne. Bonjour Ousmane. Bonjour. Vous avez des questions à poser à nos spécialistes Olivier Faure, David Thompson en studio avec moi pour cette émission spéciale. Oui, j'ai deux questions à poser. Et la première question est la suivante. Cette attaque en Côte d'Ivoire aurait-elle un lien avec l'opération française Serval au Nord Mali? Et ça, c'est la toute première question. Et la deuxième question, l'insécurité régnante au Nord Mali a-t-elle des conséquences, forcément des conséquences sur la sous-région ouest-africaine? Alors, les deux questions sont évidemment liées. Olivier Faure, spécialiste des questions militaires à RFI. L'attaque, quel lien on peut faire avec l'opération française au Mali? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. En réalité, AQMI a reçu des coups très durs de la part des forces françaises dans la région, AQMI et les autres groupes armés terroristes. On rappellera quand même les chiffres depuis le début de Barkhane. C'est une centaine de djihadistes qui a été tués dans la zone Sahel-Sahara, 90 autres faits prisonniers et une vingtaine de chefs éliminés par les forces spéciales françaises depuis 2013. Ce chiffre-là n'est jamais confirmé. En fait, il est réalisé à partir de décomptes effectués à partir de coupures de presse ou d'informations qui tournent sur la djihadosphère. Donc voilà, on voit bien que l'action de la force Barkhane et de la force Sabre est importante, porte des coups très durs à ces mouvements, les met sous pression et évidemment, plutôt que de choisir la confrontation directe sur laquelle ils n'auraient pas le dessus puisque on imagine très très mal aujourd'hui, comme on l'a vu en 2013, des convois de pick-up avec des centaines de djihadistes descendant, convergeant vers un point. Aujourd'hui, les groupes sont atomisés, c'est parfois une dizaine, une quinzaine d'hommes, mais pas plus. Donc plutôt que de choisir la confrontation directe contre les forces armées françaises, ils choisissent des modes d'action indirects, c'est bien connu. C'est donc le terrorisme et ça se passe effectivement dans les grandes capitales parce que ça marque très fort les esprits. Mais alors certains auditeurs se disent que finalement c'est le synonyme d'un échec de l'intervention française au Mali, sinon AQMI ne serait plus là, Belmokhtar serait sous les verrous. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ces auditeurs? Alors ce qu'on peut constater malheureusement, c'est que ces pays n'ont jamais connu autant de violence aveugle, que ce soit à Bamako au Mali, à Ouagadougou au Burkina Faso ou là en Côte d'Ivoire, que depuis que les Français sont dans la zone pour lutter précisément contre le terrorisme. Mais c'est une guerre contre le terrorisme, c'est une guerre qui va durer au moins une dizaine d'années. Donc on comprend bien qu'il y a des offensives, Serval a été une réussite d'un point de vue tactique, d'un point de vue militaire, et puis il y a des contre-attaques aussi. Alors beaucoup de questions et de remarques également sur les effets de la chute du régime libyen. On va accueillir Draman qui nous appelle de Paris. Bonjour Draman. Oui, bonjour Marie Kazadebe, bonjour à tous les auditeurs de RFI. Alors vous Draman, vous nous dites que vous n'avez pas été surpris par ces attaques? Non, pas du tout, je ne suis pas du tout surpris par ces attaques en Côte d'Ivoire. Je suis malien et je sais de quoi il s'agit. Donc je sais que, pour vous dire que ce qui s'est passé, tout d'abord Marie, permettez-moi de présenter mes condoléances les plus attristées au peuple ivoirien et pour ce qui s'est passé. Et la solution de ce qui s'est passé à Grand Bassam hier et à une interconnexion avec la Libye, et disons-le. Et il y a quelqu'un qui vient de vous dire que c'est l'échec de l'intervention française au Mali qui est à l'origine de ça. Moi je dirais le contraire. C'est l'échec de l'intervention en Libye qui a mené tous ces problèmes-là. Parce que
Alors, oui. on va écouter peut-être David Thompson pour vous répondre, qui est de la poule et de l'œuf, la chute de Muammar Kadhafi, l'intervention internationale en Libye. Voilà, quel lien on peut faire là pour essayer de remettre un petit peu les pièces du puzzle? Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, pour tous les groupes djihadistes de la région, et en particulier pour AQMI, la Libye est une base de repli importante, la Libye est une base d'entraînement, la Libye est aussi une source d'armement, et ce, même si c'est de moins en moins le cas, c'est le cas depuis, on va dire, l'été 2011, effectivement, depuis quelques mois après le début de la révolution libyenne. C'est une réalité. L'intervention occidentale française a en effet précipité la chute de Muammar Kadhafi et sa mort, mais ce n'est pas l'intervention occidentale qui a déclenché la révolution libyenne. Mais c'est vrai qu'après cette chute de Muammar Kadhafi, les Occidentaux qui avaient provoqué sa chute sont partis et ont laissé le pays à la loi des milices qui aujourd'hui le contrôlent. Et aujourd'hui, la situation, c'est que on parle beaucoup de l'État islamique qui contrôle une bande littorale d'à peu près 300 km autour de la ville de Sirte et qui en fait un bastion et une zone, un pôle d'attraction pour tous les combattants étrangers de la région, en particulier les Soudanais, mais aussi beaucoup de Subsahariens, aussi des Sénégalais, mais aussi des Maliens bien sûr, on parle de Ghanéens, de Nigérians, donc c'est un pôle de déstabilisation majeur pour toute la sous-région. On parle beaucoup de l'État islamique, mais la Libye est aussi une base de repli pour Al-Qaïda, et en partie pour Al-Mourabitoun. Mokhtar Belmokhtar a séjourné longtemps dans la ville de Terna, d'autres groupes proches d'Al-Qaïda sont aussi dans la ville d'Ajdabiya, donc c'est indéniablement un facteur de déstabilisation régionale et de stabilisation là pour le coup pour les djihadistes. Je rappelle juste que la situation en Libye, on va en parler demain dans notre débat d'appel sur l'actualité. Je voudrais maintenant, s'il est possible, d'entendre la question de Mohamedou qui nous appelle de Ouagadougou. Est-ce que Mohamedou est en ligne avec nous? Mohamedou, bonjour. Mohamedou. Bonjour, RFI, bonjour à tous. Soyez le bienvenu, vous avez des questions à poser sur les moyens d'Al-Mourabitoun. Oui, tout à fait. Après les attentats d'hier en Côte d'Ivoire, j'ai deux préoccupations. La première, c'est de savoir comment un groupe qui... Mohamedou, la ligne a coupé. Est-ce que vous nous entendez toujours? Je vais reprendre vos questions, Mohamedou, si vous voulez bien. Vous vous interrogez sur les moyens d'action dont dispose Al-Mourabitoun pour aller frapper aussi loin de leur base, la base qui est censée être le Mali. Ça recoupe peut-être la question de David Thompson de notre auditeur précédent. Est-ce qu'on peut imaginer que finalement ces moyens, ces armes par exemple, proviennent de Libye? On parle souvent d'un supermarché. Est-ce qu'on a une idée? Oui, on peut très largement l'imaginer, c'est même la réalité. On sait que les groupes djihadistes sahéliens se sont largement approvisionnés dans les arsenaux libyens. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas, mais ils disposent encore de ressources importantes. En fait, les moyens d'un groupe comme Al-Mourabitoun, ils sont difficiles à déterminer par définition, puisque c'est un groupe qui s'est mué depuis l'intervention française en une guérilla terroriste. Donc, mener des opérations du type de l'attentat de Bamako, l'attentat de Ouagadougou ou celui de Bassam, ça nécessite pas au niveau opérationnel des moyens extrêmement importants. C'est deux jeunes recrues qui sont souvent très jeunes et qui sont envoyés avec un fusil d'assaut pour ouvrir le feu sur les civils sur une plage. Ça ne demande pas des moyens considérables. Et aujourd'hui, les moyens militaires pour affronter une armée conventionnelle d'Al-Mourabitoun, ils sont assez réduits et c'est aussi pour ça que le groupe se mue en cette guérilla terroriste. Alors Mohamedou, quand il parle de moyens, c'est aussi d'argent. Comment on finance de telles actions? Est-ce qu'on a une idée, Olivier Four, d'où viennent les moyens? Quels sont les moyens? Rapidement. Pour des groupes comme AQMI, la principale ressource a longtemps été les rançons d'otages, ce qui n'était pas le cas d'autres groupes, ce qui n'est pas le cas de l'État islamique. Aujourd'hui, les ressources d'AQMI et d'Al-Mourabitoun, elles sont pas énormes, mais c'est pas un groupe qui a besoin de moyens considérables pour fonctionner. Très rapidement, Olivier Four, un dernier auditeur qu'on n'a pas le temps d'appeler, Abdoul, se demande si le moyen donc de lutter contre le terrorisme, c'est pas une coopération régionale
régionale? La coopération régionale dans la lutte contre le terrorisme, Alliance Sécurité et Développement, elle existe sous la forme du G5 Sahel. Il se trouve que la Côte d'Ivoire ne fait pas partie du G5, le Sénégal non plus, donc il y a peut-être effectivement une réflexion à avoir à ce niveau-là. Merci messieurs, Olivier Four, David Thompson qui était en studio avec nous, Félix Bonny au téléphone donc du journal L'Inter en Côte d'Ivoire. Demain nous lancerons donc le débat sur la Libye où l'État islamique étend son influence. Faut-il une intervention internationale? Et puis sachez que vendredi, à l'occasion de la journée mondiale de la francophonie, Juan Gomez vous propose une émission spéciale. Michael Jean, la secrétaire générale de la francophonie, répondra à vos questions et réagira à vos commentaires. Merci d'avoir été à l'écoute. Tout de suite, le journal.